Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De l'école à l'entreprise, l'apprentissage en question. André Périguet. De l'école à l'entreprise, l'apprentissage en question. L'Harmattan. Du même auteur. Destin d'un petit garçon, édition Beaurepaire, janvier 2009. Labyrinthe pour un ado, édition Beaurepaire, août 2009. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 634 8. EAN 9 782 296 556 348. Chapitre 1 PREAMBULE. La trame famille, école, entreprise dans laquelle évolue l'adolescent d'aujourd'hui, n'est plus adaptée et surtout ne résiste pas aux turbulences du marché de l'emploi et de la reconversion. Normalement, ces trois piliers essentiels à notre société moderne, l'équilibre et la font progresser. Un manque d'harmonisation entre eux affecte profondément le socle des valeurs sur lesquelles elle est fondée. Car un jeune diplômé, à la recherche d'un emploi qualifié après avoir suivi une formation professionnelle, doit être rapidement confronté à la réalité de l'entreprise. Le trio famille-école-monde du travail est depuis toujours quotidiennement lié. Les familles dont il est question dans cet essai sont issues de la classe sociale la plus nombreuse, la plus productrice, la plus consommatrice et surtout la plus exploitée, cette classe laborieuse, essentiellement ouvrière d'origine urbaine, grossie par celle des ruraux qui désertèrent les campagnes lorsque s'amorça le plein emploi du capitalisme sauvage des années 50-70 et plus tard par afflux des immigrés maghrébins et ceux du sud de l'Europe. Ceux-là s'intégrèrent d'autant plus facilement qu'ayant trouvé un emploi stable, ils pouvaient subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays. Le marché du plein emploi des années 50-75 trouva de nombreux nouveaux consommateurs qui constituèrent en grande partie cette société dite de consommation créée, mise en place et orchestrée par les canaux de distribution des sociétés de profit. Ces biens consommables, qui ne cessèrent de croître, installèrent peu à peu le confort dans les chaumières. Chacun crut à une situation sociale acquise, ascendante et irréversible. Donc, très tôt, l'éducation des enfants se renforça, l'accès aux soins médicaux facilité grâce à l'instauration de la sécurité sociale permit de développer une politique de santé dont les résultats furent appréciés de tous. L'hygiène alimentaire s'améliora. Un moral au beau fixe régnait dans les familles, leur niveau de vie s'éleva. Il en découla une volonté des parents de permettre à leurs enfants de recevoir une éducation et une formation professionnelle adaptées à leurs compétences. À cette époque, la famille croit au métier bien appris. Les parents suivent avec intérêt le parcours professionnel des enfants. En un mot, ils s'appuient sur des valeurs sûres qu'ils pensent immuables. Cette ferveur au métier les pousse à provoquer chez l'adolescent l'envie d'apprendre et à le pratiquer en atelier, dont le contenu se transmet traditionnellement d'une génération à l'autre, et parfois même de père en fils. Garante d'un des éléments stabilisateurs d'une société de progrès aux abords du milieu du XXe siècle, cette croyance au temps du plein emploi entraîna les forces vives de la nation à créer de la richesse redistribuée suffisamment auprès de la masse salariale pour amorcer la pompe de la consommation. Le père ou les aînés donnaient les conseils d'usage de par leurs expériences parce qu'ils connaissaient ou pratiquaient le métier. Chacun avait sa part de responsabilité pour que le jeune réussisse son insertion dans le monde du travail. Si à l'époque, les registres des métiers et leur technologie ne variaient guère, ce qui avait l'avantage de maintenir une relative stabilité aussi bien dans la formation que dans l'emploi, à l'heure actuelle il est impossible d'être sûr qu'il perdure, puisqu'il en disparaît plus qu'il ne s'en crée. Et pas des plus valorisants. Cette situation de crise économique complique la mise en place de formations performantes sur le marché de l'emploi, afin qu'elles soient rapidement opérationnelles, par manque de visibilité d'un développement économique durable et graduellement stable. Aux abords des années 70, la productivité augmente à l'arrivée de l'informatique et de l'installation des commandes numériques, CNC,
dans les ateliers de production. La haute qualification cède à la spécialisation qui morcelle le métier classique. Elle prend le pas sur chaque poste de travail ou, pire encore, sur les fabrications répétitives dans le domaine des grandes séries. L'éducation des enfants au sein de la cellule familiale prend son fondement sur le respect des parents. Son origine viendrait du concept de la morale acquise par le dogme de la peur. Cette peur, qu'elle soit divine ou familiale, au nom du respect des valeurs humaines, équilibre les principes dont les jeunes ados ont besoin pour acquérir un jugement sûr, qu'il soit positif ou négatif. Ils y parviendront s'ils arrivent à comparer leur échelle de valeurs en construction à celle des membres de leur famille qui devraient leur servir de modèle dont ils devraient être fiers, et non à celles parfois bien plus attrayantes, plus accessibles que sont les clichés télévisés, audiovisuels de toutes sortes et autres, dans lesquels maintenant la jeunesse se jette à corps perdu. Aujourd'hui, les relations parents-enfants n'ont plus les mêmes valeurs qu'avant. Elles se désacralisent. La liberté d'action s'acquiert de plus en plus tôt pour plusieurs raisons. 1. Les moyens d'information écrits ou audiovisuels ont un impact insoupçonné sur les enfants dès leur naissance. Ils développent des facultés d'observation et de compréhension qui ne vont pas nécessairement dans le sens souhaitable à leur éducation. L'espace virtuel devient leur quotidien. Veut le tout de suite. Leitmotiv auquel les parents cèdent régulièrement tire vers le haut cette surabondance de biens de consommation, vêtements, jeux, plaisirs immédiats, et attise très tôt et d'une façon durable la convoitise de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte. Mais à un moment donné, pour des raisons très souvent de restrictions budgétaires dues à une diminution de revenus ou à une perte d'emploi, l'accès facile à la consommation régresse. Cette rupture brutale provoque de la désillusion avec le risque d'entraîner un retour sur soi, qui ne manque pas de provoquer un désordre psychologique aux conséquences qui pourront s'avérer fâcheuses. 3. L'émulation sera d'autant plus grande chez l'enfant si le dialogue familial est riche en concepts. S'il ressent qu'il devient un centre d'intérêt, il développera plus facilement ses aptitudes mentales et consolidera son moi, grâce au principe de réalité, du fait de sa demande d'ouverture au savoir. S'il découvre progressivement la place qu'on lui octroie au sein de la famille, il tendra à l'affirmer par des comportements positifs qui, s'ils se confirment, flatteront son entourage. S'il n'y parvient pas, pour des raisons d'incommunicabilité, surviendra alors un comportement agressif ou tout au contraire, s'installera un repli sur soi menant à une sorte de passivité et de désintérêt. 4. L'accès au principe de réalité, ou à celui du plaisir se développera progressivement tout au long de cette longue période de l'enfance et de l'adolescence. Le ressenti de moments douloureux se heurtera parfois à une réalité brutale, et ce moi en sera fragilisé. Dans ces périodes délicates, la bienveillance et une attention particulière des parents joueront un rôle prépondérant. Car un comportement inhabituel non décelé peut entraîner des blocages ou une régression du développement psychologique et physique de l'enfant. 5. L'enfant et l'adolescent ont besoin de limites, des stops, fixés par les adultes parents et suffisamment définis qui leur serviront de repères et qu'ils devront percevoir avant de penser à vouloir les franchir. La peur de l'interdit, de l'inconnu, de la transgression devrait être suffisamment forte pour qu'ils renoncent. Bien se sentir au milieu des siens favorise l'ouverture aux autres et au monde qui vous entoure. 6. Les causes de l'abandon du suivi scolaire et du contrôle des connaissances par les parents sont multiples. Les mauvaises conditions de logement, la précarité de l'emploi, la complexité des cours donnés, le manque de visibilité d'un avenir stable, l'impossibilité d'accéder à des structures sociales, éducatives et de loisirs affectent les relations parents-enfants et s'étendent au voisinage. Les nuisances sonores au bas des immeubles, les familles nombreuses dans des appartements trop petits et parfois l'insalubrité des lieux d'habitation, ne favorisent pas le développement des individus dans le calme, la sérénité et le respect d'autrui. Alors, dans ces conditions-là, la famille perd de son attractivité. Ses enfants la délaissent et en dehors, livrés à eux-mêmes, en bande, ils préfèrent s'initier à des jeux violents, goûter aux plaisirs prohibés, voire détruire les biens collectifs et individuels, une sorte de volonté de se prouver qu'ils existent aux yeux des autres. Les valeurs morales disparaissent peu à peu et cèdent la place à l'agressivité et à la violence contre eux-mêmes et contre la société. 7. La réplique de la société à ces dérives lamentables, dans bien des cas, s'avère un remède plus grave que le mal. Les gardes à vue ou les emprisonnements
sans contrepartie de réinsertion, par des actions concertées de proximité encadrées par des éducateurs de rue, ne font qu'augmenter la surenchère de la confrontation à la loi. Cette jeunesse-là doit absolument s'intégrer dans un projet conforme aux lois et aux libertés. Ensemble, adultes acteurs de la société, parents et jeunes devront l'élaborer. Il en va de son avenir. Les comportements négatifs de certains élèves se traduisent sous diverses formes, comme le désintérêt, la passivité ou l'agressivité. L'élève subit le cours ou lui est hostile. Afin d'éviter ces désagréments qui nuisent à l'ensemble de la classe, la mise en place d'une pédagogie adaptée au contenu attractif s'impose pour que tous participent et suivent le cours. Leur persistance accentuera le déficit des acquisitions des savoirs par rapport aux autres élèves. Cette passivité-là en cours manifeste un désintérêt à l'égard de la matière enseignée, aussi bien dans son contenu que dans la méthode pédagogique utilisée par l'enseignant. C'est une hostilité muette, silencieuse. Provenant d'autres élèves, une hostilité active et déclarée produit à terme les mêmes effets que l'hostilité silencieuse. Toutes deux provoquent le trouble dans le groupe ou dans la classe et désorganisent la progression des programmes. Elles visent au travers des enseignants leur méthode de travail, et aussi l'institution qui représente l'autorité et la crainte. En général, si le groupe ou la classe n'intègre pas ces récalcitrants par des comportements de compréhension et de tolérance, ces élèves décrocheront de façon irréversible en cours d'année scolaire et dans le meilleur des cas, feront l'objet d'une réorientation dans l'urgence pour soulager les autres, mais qui s'avère bien souvent peu efficace pour ces élèves-là. Ces refus aux connaissances sont autant de blocages qui accentuent la pauvreté du vocabulaire tant à l'expression orale qu'à l'écrit. Ces blocages expriment le bouleversement et la confusion qui hantent les esprits. Accumulés au fil des ans, ce sont autant d'obstacles au développement de la maturité de jugement, d'évaluation, de réflexion des jeunes, qui font rejaillir temporairement des sentiments de frustration, de culpabilité refoulée, et les empêchent d'atteindre un bon équilibre d'intégration. La relation élève-école devient effective lorsque s'installe la confiance et le dialogue. Dès lors, l'élève découvre l'intérêt d'apprendre. Il appréciera l'acquis de ses connaissances qu'il se plaira à utiliser dans la vie quotidienne. La règle de vie dans l'établissement doit être acceptée et comprise, afin que chacun reconnaisse son utilité et son efficacité. Les recommandations maintes fois répétées, travailler, apprendre, écouter, faire ses devoirs, être poli avec les personnels de l'établissement et obtenir des résultats satisfaisants ne suffisent plus à éveiller la motivation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.